Parlez-moi d'IA. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis un super ordinateur Karl, cerveau analytique de recherche et de liaison. C'est une machine qui ressent les choses. On nous raconte n'importe quoi sur l'IA. Alors, qu'est-ce que tu en dis, Kit? Moi, je n'en dis rien du tout. Que la créativité, elle reste du côté de l'humain. Parlez-moi d'IA, présenté par Jean-Philippe Clément. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'un binôme de créateurs spécialistes de l'IA qui s'est lancé le pari sans doute un peu fou de créer en quelques mois une bande dessinée de plus de 100 pages. Publiée en papier, en vrai papier, mais à l'aide de l'IA et dont le sujet principal est l'IA. Publiée fin 2025, j'ai l'impression que tous les sujets abordés sont venus exploser l'actualité de ce début d'année 2026. On aborde donc aujourd'hui un défi créatif et une actualité brûlante. Alors accordez-vous 30 minutes pour interroger une nouvelle fois ce que provoque l'éruption de l'intelligence artificielle dans nos vies, pour comprendre qu'une autre IA est peut-être possible. Cause commune, 93.1 FM. Et vous êtes bien sur Cause Commune, la voix des communs, la voix des possibles. Vous nous écoutez effectivement sur la bande FM 93.1 à Paris, le DAB+, dans toute la France. Vous pouvez aussi nous écouter sur notre magnifique site web et notre app mobile. On se retrouve bien entendu sur votre plateforme de podcast préférée. Cause Commune, c'est une radio associative, animée uniquement par des bénévoles et boostée par notre énergique directeur d'antenne Olivier Gréco, que l'on remercie d'ailleurs au passage. Chers auditoristes, nous avons besoin de vous. Quelques petits gestes pour vous ont un impact énorme pour nous. Usez de vos super pouvoirs sur les plateformes et les réseaux. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez. C'est notre seule récompense et cela nous fait connaître car ça manipule les algorithmes. Vous écoutez Parlez-moi d'IA. Quelques mots et vous générez de splendides images. Allez, un paragraphe supplémentaire avec une image en début et en fin et vous générez une vidéo professionnelle. Bon, ça c'est la promesse vendue partout sur les réseaux sociaux, sur les chaînes YouTube spécialisées. Seulement, si vous avez vraiment essayé un jour de faire ça, vous savez qu'une image générée ne répond pas forcément toutes à vos attentes. Vous savez qu'il y a une vraie difficulté dans cette tâche. L'IA génère des visuels fantastiques, mais ne se laisse pas maîtriser par le premier venu. Cette difficulté, nos invités du jour, éminents spécialistes de l'IA générative, ils la connaissaient bien. Et pourtant, ils se sont pourtant lancés ce défi de réaliser cette bande dessinée, majoritairement générée par IA, et bien entendu traitant des sujets saillants de l'IA. Profonde mise en abîme en perspective, et heureusement pour nous, le binôme aguerri. Bonjour Nathalie Dupuis, bonjour Flavien Chervet. Bonjour à tous les deux, enchanté d'être parmi vous. Et bonjour Jean-Philippe, bonjour Nathalie, qui nous rejoint depuis les années 80. Alors on précise que effectivement Flavien est en studio, donc aucun problème de son, et Nathalie est à distance au téléphone, donc on est un peu sur une libre antenne des années 80. Allez, on va dire des années 80, des années 30, mais elle va pouvoir quand même participer à cette émission, et c'est ça l'essentiel en fait. Bon Flavien, vous avez votre ronde serviette dans l'émission, puisque ça fait 3 fois que nous vous recevons et nous sommes très heureux de vous recevoir à chaque fois qu'il y a un nouveau livre et une nouvelle actualité. Bon, vous êtes quasiment le sociétaire de Parlez-moi d'IA. Alors dites-nous d'abord peut-être en premier lieu d'où vient cette idée de BD et pourquoi proposer l'aventure à Nathalie Dupuis. Alors, l'idée des BD, elle est venue au tout départ d'une discussion avec mon éditeur qui a jamais édité de BD et du coup, quand on en a discuté, évidemment, on a tous les deux eu envie de le faire. Lui n'ayant jamais édité de BD, moi n'en ayant jamais réalisé, on avait envie de lancer ce défi-là. Ensuite, cette idée m'a travaillé et en fait, quand j'étais en train d'écrire Hyperarme, donc mon dernier ouvrage dont je suis déjà venu parler à l'antenne, je me suis dit que c'était un sujet vraiment majeur pour la société, la question géopolitique de l'IA, et donc il y avait besoin de pouvoir apporter ce sujet auprès d'un autre public que ceux qui lisent des essais, des livres, etc. Donc des gens plus jeunes, des gens qui aiment pas forcément les lectures, voilà. Et le format BD correspondait bien à cet enjeu. Et puis pourquoi Nathalie ? Parce que une BD, il y a toute une dimension visuelle et que même si j'aime bien ça, créer du visuel, j'en suis pas le professionnel. Moi, c'est la plume, les scénarios. Et je connaissais
une professionnelle de ça, une directrice artistique qui était extrêmement talentueuse et qui utilisait déjà beaucoup les IA génératives avec une dimension en plus très éthique et exploratoire, ce qui me plaisait beaucoup. Donc on commençait un peu à se connaître et c'est venu très naturellement que j'ai envie de lui proposer de remonter sur ce projet. Et d'entrée de jeu, c'était l'idée de faire ça et de générer les images avec l'IA. C'était pas de dessiner en fait. C'est ça, alors Nathalie, elle le dirait elle-même, mais elle n'est pas dessinatrice, elle est directrice artistique. Donc ce qu'elle apporte dans le projet, c'est une vision artistique, un style, une cohérence et bien sûr un savoir-faire sur le prompting, même si celui-là, on le partage d'une certaine façon. En effet, il n'y a pas d'images dessinées dans la BD, il n'y a même pas d'images crayonnées qui ont servi au départ. Tout est fait avec l'IA au niveau visuel. Ça ne veut pas du tout dire que c'est généré en un claquement de doigts. Il y a un travail énorme à partir du matériau brut que nous fournit l'IA. On va y revenir d'ailleurs. Alors Nathalie, à distance, du coup, première question en fait sur justement le processus créatif. Donc Flavien vient de nous dire que vous étiez directrice artistique et c'était votre métier finalement de créer de l'image, de créer de l'histoire, de créer des ambiances visuelles. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce projet-là pour le rejoindre et comment vous êtes lancé dans le processus créatif ? Alors, qu'est-ce qui m'a plu ? L'idée un peu folle, folle de Flavien et une espèce d'aventure. Ce qui nous a rejoint, ce qui nous a permis de nous réunir aussi sur ce que Flavien a dit, c'est l'idée exploratoire, la transmission, le côté pédagogique qui nous anime tous les deux l'aspect de transmission nous plaisait beaucoup, chacun à notre endroit. Lui au niveau du fond et de la forme et moi encore plus au niveau de la forme, mais le fond m'intéressait énormément également forcément. Et du coup, qu'est-ce qui me plaisait ? Déjà le challenge de pouvoir tenir des personnages sur l'équivalent de 2 Tintins en termes de pagination et tenir la consistance des personnages sur toute cette série-là. Comme il l'a dit, moi je ne dessine pas, j'ai fait 5 ans de beaux-arts, mais je ne dessine pas. Je sais dessiner, mais je ne sais pas dessiner une BD du tout et je ne sais pas dessiner des personnages. En revanche, j'arrive à avoir une vision des scènes et puis j'ai une grande expérience dans la presse magazine. Ce qui fait que tout ce savoir-là prenait sens sur ce champ d'exploration qui était la BD. Donc il y avait plein d'enjeux et plein d'idées que j'avais envie d'explorer. Comment on commence en fait ? Il vous remet un scénario, je ne sais pas si c'était détaillé ou les grandes lignes, et par quoi vous commencez finalement à travailler tous les deux ? On a commencé. Alors le point de départ c'était, j'ai envie de faire c'est un message, il m'envoie un texto et sur ce message, il m'explique l'envie de faire une BD avec moi qui est tirée, dont le sujet est tiré de son dernier bouquin Hyperarme que j'ai lu. J'ai dit, ok, ça va être léger l'histoire, c'est super. Donc voilà, est-ce que ça se termine bien à la fin ? C'est un des premiers sujets qui me paraissait important. Le scénario, il n'était pas totalement ficelé au moment où il me l'a proposé. Il a été en plus évolutif tout au long du projet. Tout a été évolutif tout au long du projet. Et c'est en ça que l'expérience a été complètement dingue, puisqu'on a évolué en fonction de l'avancée des IA. Alors le point de départ, c'était se mettre d'accord sur un univers graphique. Est-ce qu'on allait être d'accord tous les deux et est-ce que ça allait nous plaire tous les deux, ce que j'allais proposer. Donc j'ai commencé par proposer un univers graphique qui me paraissait pertinent toujours par rapport à cette histoire de consistance des personnages. J'ai décidé d'avoir une consistance des personnages mais pas des décors parce que c'était impossible. À l'époque, Nano Banana n'était pas là. Oui. C'est arrivé juste après. Une semaine et demie, juste avant le départ chez l'imprimeur. Et du coup, on fallait d'abord se mettre d'accord là-dessus. Une fois qu'on s'est mis d'accord là-dessus, on a ensuite déterminé les personnages clés. Alors les personnages sont passés par 1000 têtes les uns et les autres. Il y en a pas tous les personnages, mais beaucoup. En fait, on a constitué 3 groupes. Un groupe de BDistes, un groupe de libraires et un groupe de libraires spécialisés dans la BD et un groupe de lecteurs de BD pour qu'on soit pas sur le champ graphique de quelqu'un. Oui. C'était hyper pertinent pour nous. Et le point de départ, c'était est-ce qu'on va être d'accord artistiquement ? Ça, c'était un des points. Et ensuite, est-ce qu'on va pouvoir le réaliser ? Et ça, j'avoue qu'on ne le savait pas, ni l'un ni l'autre, tant qu'on n'avait pas le workflow, tant qu'on n'avait pas le process de création, en disant on commence par ça, ensuite on fait ça, ensuite on fait ça, et puis ça
Donc il y avait plein d'étapes en fait à valider. Vous le disiez, vous êtes créatrice d'un magazine qui s'appelle Lials, qu'on mettra en lien de description de l'émission. C'est un magazine qui vise l'IA expérientielle, c'est-à-dire des gens qui mettent les mains dedans et qui partagent leur exploration et leurs méthodes. Donc vous êtes habitué finalement à vous confronter à des difficultés techniques et artistiques. Là, le plus dur finalement, ça a été quoi ? La réalisation, sachant qu'on s'est mis d'accord et qu'on a plutôt des goûts similaires sur cet objet-là et sur cette façon de faire, bon, c'est très fluide. Les phases dures, je dirais pas dures, mais un peu moins intéressantes. La retouche. Ouais. C'est-à-dire que chaque personnage a été retouché, mais un nombre de fois incalculable. Alors certes, à l'aide de l'IA de retouche aussi, bien sûr, mais ça c'est quand même un job que je ne pensais pas aussi conséquent. Je donne un exemple juste pour se représenter. On a une personnage qui est une militaire. Et donc, une militaire, ça a un uniforme et ça n'a pas n'importe quel uniforme. On peut pas faire n'importe quoi avec un uniforme et prendre juste ce que l'IA nous génère qui est vite fait ressemblant. Donc là-dessus, il a fallu se renseigner, comprendre comment les galons fonctionnaient, les insignes, etc., les étoiles sur les épaules pour pas faire de conneries. Pardonnez-moi le terme. Et donc, Nathalie a dû, à chaque fois que ce personnage apparaissait en uniforme, il a fallu qu'elle retouche l'uniforme pour intégrer tous ces détails à la main. D'accord. Donc ça... Ok. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on bloque sur des choses qui ne sont pas logiques, si il y a un changement de couleur, de matière, ça devient pas logique. Également sur les personnage, ce personnage en question est devenu de plus en plus sexualisé au fur et à mesure des promptings. C'est-à-dire qu'elle est arrivée au départ, elle était vraiment musclée, mâchoire carrée, etc. Et au fur et à mesure qu'on la promptait, l'IA, avec les biais de l'IA qu'on connaît bien, à affiner la taille, à gonfler un peu les seins, les lèvres, rehausser les pommettes et lui a mis du blush et des faux cils. Et en fait, ça peut pas fonctionner pour une militaire. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Et tout ça, ce sont des retouches et des retouches et des retouches. Et sur notre masterclass de présentation, quand on montre ça, un personnage, c'est 30 à 45 phases de retouche par personnage, sachant que sur chaque planche de BD, on ne peut prompter qu'un seul personnage à la fois pour pouvoir les inclure ensuite dans la scène, parce qu'on peut pas générer la consistance de plusieurs personnages en même temps. Donc un travail de fou, quoi. En fait, un travail de fou. Et à un moment donné, c'est vrai qu'on s'est dit, mais on pensait que l'IA on ferait gagner un peu de temps. Du temps. Et en fait, non, elle a juste transformé le workflow de création. Elle nous a permis de nous lancer dedans. Elle nous a permis de faire avec les compétences qu'on avait, qui n'étaient pas des compétences d'illustration. Mais c'est 9 mois de boulot super intense. Alors peut-être que pour une BD de 108 pages, la moyenne, ça serait plutôt 1 an et demi. Mais finalement, 9 mois de boulot intense à deux, on n'est pas... C'est pas le gain de temps. C'est pas le gain de temps qui était là. Non, c'est pas ça. Par contre, on s'est éclaté en termes de créatif. Et juste pour qu'on sache, quel modèle d'IA vous avez utilisé en particulier ? L'IA qu'on a utilisé pour cette BD, c'est Midjourney. Et effectivement, l'IA ne travaille qu'en basse def. C'est déjà assez consommateur d'énergie comme ça, mais du coup, ça travaille qu'en basse def. Et ensuite, il faut augmenter la définition qu'on appelle upscaler. Tout ça, ça s'est fait sur l'IA, en l'occurrence, magnifique. Flavien, d'ailleurs, tous vos livres, c'est pas que des simples livres. Il y a toujours un peu plus. Il y a toujours des contenus supplémentaires. Et c'est le cas aussi pour Hello. Ça donne accès à quoi, ces petits QR codes qui parsèment les pages de la BD ? Ouais, alors en fait, comme la BD, donc c'est une BD d'anticipation, le scénario est évidemment un scénario d'imaginaire puisque ça se passe dans l'avenir, mais ça se passe dans un avenir très proche, de 2025 à 2029. Donc on est sur de l'anticipation crédible, fondée sur mes travaux de prospective. Et du coup, tout le scénario, en fait, fait référence à des choses réelles de l'IA. Et donc on peut lire la BD et se laisser porter par les imaginaires et kiffer juste l'histoire, mais sur les 108 pages, il doit y en avoir un bon tiers qui ont des QR codes et on peut les scanner et on va accéder à une page web où il va y avoir pour chaque QR code les éléments qui ont inspiré le scénario à ce moment-là de l'histoire. Et donc on voit le personnage qui dit quelque chose, on peut scanner le QR code et on comprend pourquoi il dit ça, quel sens ça a par rapport à ce qui se passe dans le monde réel de l'IA. Ça donne de la connaissance supplémentaire, quoi. C'est là qu'il y a l'aspect pédagogique, en fait. C'est pas que un objet d'imaginaire et narratif, c'est aussi un objet pédagogique.
on peut apprendre plein de choses sur l'IA moderne, sur son développement, sur là où elle va, en scannant ces QR codes Je confirme. Vous aviez parlé aussi, alors je ne sais pas jusqu'où ça c'est allé, mais de la volonté de faire de cette BD aussi une BD open source. Tout à fait. C'est quoi le concept d'une BD open source et qu'est-ce que ça veut dire, jusqu'où on peut aller? En fait, déjà, un premier élément, c'est qu'en utilisant l'IA, on voulait montrer que on pouvait ouvrir des nouveaux possibles culturels qui seraient pas possibles sans l'IA. Notre objectif n'était pas juste de remplacer le processus de création traditionnel par un avec de l'IA, c'était de montrer qu'on pouvait faire autre chose. Et donc, bon, d'une part, ça se ressent dans l'aspect esthétique, on a des planches qui sont très originales dans leur structure, leur façon de fonctionner, mais ça se ressent aussi, en effet, dans ce côté open source, c'est que on a mis en licence Creative Commons tous les prompts et toutes les images de référence de la BD pour que n'importe qui puisse, en utilisant Midjourney a priori, prompter nos personnages, créer des scènes, on a expliqué toute la méthode, et puisse par exemple créer des suites à la BD, des forks à la BD, donc des histoires parallèles, etc. C'est génial parce que du coup on va aussi comprendre et apprendre à prompter aussi bien que vous sur ces sujets-là, et voir quels détails vous donnez à chaque prompt, comment vous l'organisez votre prompt pour arriver à ce résultat. C'est ça, tous les prompts sont accessibles, donc c'est sur le site du studio Entremonde que j'ai fondé, qui est là pour explorer justement ces nouveaux possibles culturels ouverts par l'IA. Une BD open source, ça aurait pas été possible avec un dessinateur parce qu'il peut pas se démultiplier comme les comptes Midjourney peuvent se démultiplier. D'accord. Et donc sur le site de ce studio, on peut accéder à tout l'univers Hello et on peut télécharger tous les éléments et s'amuser avec. C'est complètement, enfin, c'est la licence Creative Commons la plus permissive qui existe. Alors si on passe maintenant un petit peu au contenu finalement de la BD et des notions sans du tout dévoiler le scénario, parce que sinon c'est divulgaché comme diraient nos amis québécois, il y a plein de notions différentes. Nathalie, vous disiez que vous aviez aussi cet intérêt-là finalement de participer à cette aventure-là pour tout ce que ça allait vous apporter en termes de connaissances. Donc j'imagine que maintenant vous êtes hyper calé sur toutes les questions de prospective d'IA. C'est quoi les grandes questions que vous avez réabordées finalement avec ce travail-là? Par exemple, si on parle de prompt system, comment ça vient s'intercaler dans la BD et qu'est-ce que ça vous évoque aujourd'hui du coup? Alors moi, cette aventure, ça a été, il y a un avant-après. Parce qu'en fait, Flavien est un puits de science de prospective, mais puits de science en IA. C'est assez troublant là, à quel point j'ai gagné du temps sur cette collaboration dans ma façon d'élaborer les choses. Flavien, dans Hyperarm, vous aviez déjà commencé à développer toutes ces notions, toutes ces réflexions finalement qui passent du champ de bataille à la géopolitique. Alors encore une fois, on va pas rien pouvoir dire du scénario, mais quand même, depuis très récemment, là, tout le champ de bataille iranien, qui fait beaucoup penser au champ de bataille ukrainien que vous évoquiez beaucoup dans Hyperarm, là, on est en plein dedans, en fait. C'est cette IA qui intervient sur le champ de bataille. D'autant plus que on a sorti 2 planches supplémentaires après la BD qui n'existe qu'en format numérique, et dans une de ces 2 planches il y a une petite annonce de ce que sera la 2e BD et on voit un des personnages, Eva, qui discute avec le système d'IA Hello. Voilà, ça donne juste des micros indices comme ça sur le scénario, et en fait le système et elle sont en train de discuter du fait qu'elle aille s'implanter en Israël pour commencer à monter un groupe autour de l'IA, etc. Donc en effet il y a plein de liens avec ce qui se passe en ce moment, et quand on fait de la prospective, a priori, on essaye quand même d'avoir une intimité avec l'avenir, de pas dire n'importe quoi. Donc, en écrivant Hyperarm, je l'ai sorti juste avant l'élection de Trump, et l'élection de Trump, après, a accumulé les signaux qui étaient dans Hyperarm, des signaux liés à un espèce de projet Manhattan pour l'IA, des signaux liés évidemment à la question des matières premières, des ressources, de l'énergie, de la dérégulation autour de l'énergie, même des enjeux liés à la question du Groenland. C'est une réserve de froid, et quand les glaces fondent, il y a des matières premières en dessous, donc pour installer des centres de calcul, c'est pratique. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça qui s'éclairent quand on a cette prospective liée à l'IA en tête. Et vis-à-vis de la BD, il se passe un peu la même chose. Je suis content. Ce scénario d'anticipation a tendance un peu à se réaliser. Alors je suis content
en tant qu'auteur de la BD, Oui, c'est ça, je suis pas que... forcément content en tant qu'humain parce que c'est pas des choses qui sont nécessairement réjouissantes. Mais on verra. Mais très clairement, hein, on a entendu parler par exemple du fait que l'IA aidait énormément les opérateurs de décision de cible sur le champ de bataille. Ouais, alors ça va même plus loin que ça, c'est-à-dire qu'on pense toujours à l'arme autonome, à cibler l'ennemi, etc. Mais là où l'IA est la plus pertinente aujourd'hui, parce qu'elle est pas suffisamment précise pour être parfaite en tant qu'arme autonome, c'est d'ailleurs pour ça qu'Anthropic n'a pas souhaité que le Pentagone utilise ses systèmes d'IA pour des armes autonomes. On va y revenir aussi. Ok. Par contre, l'IA est extrêmement forte à des choses à très haute valeur ajoutée qui sont très réflexives avec beaucoup de contexte, c'est-à-dire la stratégie. Et donc là où on voit l'IA la plus implantée, c'est assez haut dans la chaîne de commandement militaire et on voit en effet que Claude a été utilisé pour définir toute la stratégie et la tactique d'attaque pour capturer Maduro par exemple. Et puis en Iran évidemment, alors on n'a pas du tout les clés de tout ce qui s'est passé, hein, moi non plus, mais on sait que l'IA a été utilisée, alors évidemment les IA de Palantir aussi, mais aussi les IA d'Anthropic ont été utilisées très fortement dans la stratégie d'attaque et pas dans l'attaque elle-même. Des IA capables en fait de récupérer toutes ces informations du renseignement, déjà lui-même très numérisé et très IAisé, et de classer un peu les informations et de donner des scénarios et de donner des cibles potentielles. Ouais, c'est ça. Dans HyperArm, je décris 3 caractéristiques du nouvel arsenal qui est en train d'être développé autour de l'IA. La première caractéristique, c'est l'ubiquité, grâce à évidemment tout ce qui se fait au niveau renseignement, à surtout la surface de renseignement que permet Internet et à toute la donnée qui vient des satellites, qui maintenant est un espèce de panoptique sur la planète Terre incroyable, avec tellement de satellites que les humains peuvent plus analyser ça, il faut de l'IA. Donc il y a l'ubiquité, l'IA peut tout savoir d'une certaine façon. Il y a la créativité, c'est des systèmes qui commencent à s'adapter aux situations, à faire preuve d'une certaine forme d'initiative et qui vont de plus en plus donner la possibilité à des attaquants de créer des nouvelles armes. En fait, c'est une arme à créer des armes. Par exemple, on voit que récemment, avec Claude Mythos, on commence à avoir une arme incroyable pour créer des armes cyber. C'est un système d'IA qui est capable de créer les meilleurs virus du monde. Peut-être que dans un avenir proche, on aura un système d'IA qui pourra guider dans la création d'armes biologiques, etc. Donc, il y a cette logique de créativité où l'IA devient créateur d'autres armes. Et puis, il y a un troisième élément, c'est en effet la question de l'alignement des systèmes d'IA, la question de leur contrôle. C'est une arme qui a une certaine forme d'incontrôlabilité parce qu'on ne sait pas encore très bien comment s'assurer, garantir que l'IA va réaliser l'objectif qu'on a en tête tel qu'on l'a en tête. C'est des questions d'alignement où en effet l'IA pour atteindre un objectif donné peut commencer à optimiser des sous-objectifs intermédiaires qui sont très problématiques, par exemple pour contraindre un ennemi à la paix, prendre en otage des enfants. Bon, on n'a pas envie que l'IA prenne cette stratégie-là, mais on ne sait pas exactement comment l'empêcher de... Voilà. Autre élément évoqué dans la bande dessinée, mais encore une fois, on ne vous dira pas comment, mais c'est l'IA qui crée son propre outil, ses propres outils derrière. Moi, ça m'a fait beaucoup penser à OpenClaw, avec l'IA qui crée un outil d'agent autonome finalement et qui s'auto-crée. Et voilà, je trouvais que c'était... Voilà, qu'est-ce que vous en pensez de cette IA qui finit par créer une meilleure IA qu'elle-même et qui finit par s'améliorer, qui finit par... Donc c'est une thématique qui est évidemment très importante dans l'IA parce que c'est la première technologie qui est capable d'apprendre et ça la différencie de toutes les autres technologies. Elle continue à se développer et en effet, elle commence, on a plein de signaux là-dessus, elle commence à permettre d'améliorer les systèmes d'IA. Donc on commence à avoir plein de signaux depuis 2 ans de systèmes d'IA utilisés pour améliorer la génération suivante de systèmes d'IA. Donc ça, moi dans la BD, je l'extrapole beaucoup plus loin, où on a en effet des générations d'IA successives qui se créent elles-mêmes. Il y a de grandes chances que ça arrive dans les prochains mois et les prochaines années. Donc ça sera le sujet au cœur de mon prochain livre. Donc ça, c'est le teaser. L'amélioration récursive autonome, ça sera le point d'entrée. Ce sera un livre sur l'IA et la science et la question de l'automatisation de la science en IA par l'IA sera le fil conducteur. Évidemment, ça nous amène super loin, parce que si on commence à avoir des IA qui s'améliorent elles-mêmes, la logique de contrôle, elle est encore plus difficile à mettre en œuvre.
Nathalie, vous, dans l'univers créatif, comment vous voyez poindre en fait tout ça ? Est-ce qu'il y a des angoisses de créatifs qui se sentent un peu dépassés ? Vous les formez vous aussi ? Vous avez aussi une activité de formatrice, d'accompagnatrice des créas sur l'IA. Comment on gère ça quand on est créatif et qu'on voit toutes ces possibilités créatives par l'IA finalement ? On est encore sur des sujets, est-ce que l'IA va me remplacer ? Qui est assez vite, qui est relativement vite balayé à partir du moment où on commence à véritablement mettre les mains dans l'IA. Mais effectivement, c'est un changement de process de création qui est d'une telle ampleur que c'est troublant à peu près à tout âge. Et en fonction des catégories d'âge, ça ne trouble pas aux mêmes endroits. Dans les milieux créatifs, les étudiants sont très 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 flippés de l'IA, les plus jeunes. Les personnes un peu plus âgées, plus expérimentées le sont beaucoup moins. Et vous, en fait, avec cette finalement l'expérience que vous avez sur l'IA en création, et puis les perspectives que vous offrent finalement les réflexions de Flavien, vous êtes plutôt confiante sur la manière de maîtriser, mettre l'outil au service de l'humain ? Moi complètement. C'est de façon très personnelle là, pour le coup, parce que je peux pas prendre la parole pour tous les créatifs, mais c'est un changement de posture, c'est-à-dire que ce que je ne pouvais pas faire, faire une BD par exemple typiquement, mais du coup on arrive à une sorte d'hybridation des savoirs, ce qui fait qu'on est sur quelque chose où tout est un peu possible à partir du moment où on a décidé de décloisonner et de restructurer autre chose. On démultiplie ces possibilités, quoi. Et je me permets de rebondir parce que pour moi, Nathalie met vraiment le doigt sur ce qu'il y a d'important dans l'IA. C'est qu'elle commoditise la technicité. Elle rend toutes les techniques triviales et progressivement, elle va toutes les rendre triviales. Et on est dans un monde complètement obsédé par la technique. C'est la technique qui fait la performance. Dans plein de domaines, si je suis un ingénieur, a priori, il y a des chances que la technique soit au cœur de ma performance. Et encore, c'est la réflexion en système plutôt, mais on va dire qu'on peut comprendre. Mais quand on est créatif, c'est pas la technique qui fait ma performance créative. Et pourtant, on le pense comme ça. Quelqu'un qui dessine bien ou qui joue bien du piano, on considère que c'est un artiste. Et en fait, c'est pas là qu'est l'art. C'est pas dans la performance technique. Et l'IA vient complètement balayer cette idée-là et remettre un peu l'église au milieu du village en nous faisant nous rendre compte que non, la créativité, elle est ailleurs. Et tout comme quand la photo est arrivée, elle commoditisait la technicité de la reproduction du réel. Ça a libéré la peinture énormément. Là, on va libérer sûrement tous les arts et libérer en effet la capacité des arts à s'interpénétrer parce que on n'aura plus besoin de les verticaliser. On n'aura plus besoin d'avoir l'artiste A qui maîtrise ce savoir-faire, l'artiste B qui maîtrise ce savoir-faire, l'artiste C qui maîtrise ce savoir-faire, donc ils restent chacun dans leur savoir-faire. On a de la BD d'une part, du jeu vidéo d'autre part, du film d'autre part, de la musique d'autre part, etc. Tout d'un coup, le créateur devient vraiment un espèce de chef d'orchestre. Il a toutes les technicités à sa disposition et là où sa réflexion va se porter, c'est beaucoup plus sur l'univers qu'il a envie de créer pour faire vivre toutes ces technicités ensemble et créer un univers super riche avec beaucoup de sens, etc. Un peu comme le faisait un Tolkien, un espèce d'univers complet. Et je pense que la création va beaucoup se porter vers ces expériences de plus en plus hybrides qui cassent les silos créatifs et où l'histoire qu'on raconte et l'univers, le lore qu'on construit vont être le cœur même de l'acte créatif. Et c'est finalement un peu la démonstration que vous faites avec cet objet, avec de bande dessinée, d'arriver à mélanger finalement l'artistique, la technique et aussi la réflexion autour d'un livre. Ouais, mais ça serait bien que ça aille même plus loin. Après cette BD, quand on va commencer à en maîtriser l'univers un peu mieux, et avec la deuxième BD qu'on veut faire, ça va être sûrement le cas, on va pouvoir enrichir tout ça. Ça serait chouette qu'après on réfléchisse à ouvrir plus largement, grâce à la dimension open source, à ouvrir peut-être une plateforme sur laquelle on peut faire vivre des scénarios de prospective par nos personnages, on balance une idée de base et nos petits personnages sont instanciés automatiquement et ils génèrent l'avenir que raconte cette idée-là. Ça serait génial comme œuvre. Et puis une œuvre d'art prospectif. Et puis on pourrait avoir de la série d'animation. On a commencé à travailler avec une école, avec des étudiants qui animent nos personnages, qui construisent des choses. Moi, je suis vraiment à fond sur l'hybridation, et c'est aussi là la démarche open source. En ouvrant, on permet plus d'hybridation. Je trouve que c'est vers ça que les créateurs ont un intérêt à aller, beaucoup plus qu'à s'enfermer sur une technicité.
Pour moi, un créatif qui est pas curieux, il a un problème, quoi. Et on est face à une technologie qui ouvre tellement de possibles que elle appelle une curiosité maladive. C'est obligatoire, c'est un impératif. Il y a une urgence à être curieux avec cette technologie. Bon, on ne pouvait pas imaginer que Flavien se contente de cette BD et s'arrête à cette BD. On voit bien que les perspectives sont ouvertes et sont larges. Et c'est l'heure de conclure cette émission. Mais merci beaucoup pour ce partage. Je pense que vous avez donné envie aux auditeurs de lire Hello aux éditions Nullus in Verba. Merci Nathalie, merci Flavien. Merci à vous. Merci beaucoup. Et donc n'hésitez pas pour aller toucher cette prouesse technique issue de l'IA générative et pour profiter aussi des grands thèmes d'actualité du moment, il faut foncer, il faut les lire, Hello, et peut-être l'offrir aussi, pourquoi pas. Merci à vous, chers auditeurs, pour cette émission. Si cette émission vous a plu, usez de votre grand pouvoir, likez cet épisode et manipulez les algorithmes pour nous aider à diffuser ce contenu plus loin. Restez sur 93.1 FM sur Cause Commune et on se dit à bientôt.